Bonsoir et bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Très heureux de vous retrouver pour votre émission du vendredi, l'immobilier en question. Parlons du marché de l'immobilier pour cette année 2018, le ralentissement ou pas, du rôle central des banques sur le marché du logement. Deux professionnels pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors, question centrale, puisque on a notre courtier en prêt immobilier. Quel est le rôle central des banques sur le marché du logement en règle générale ? Elle représente 98% du marché. Sans banque, on n'a pas d'acheteur, on n'a pas de financement possible. La banque est vraiment ce qui donne l'impulsion et ce qui donne aussi du pouvoir d'achat aux acheteurs potentiels. Selon les taux, selon leurs frais, un acheteur peut avoir 200 000 d'enveloppe pour un certain revenu et parfois, d'autres moments, avec des taux plus élevés, on peut descendre à 170 000 avec un revenu identique. Donc la banque fait vraiment une vraie action sur le prix du bien finalement. Alors comment on peut expliquer, Xavier, que lorsque vous présentez, enfin je suppose, lorsque vous présentez un dossier dans une banque ou dans plusieurs banques, on peut avoir des taux différents ? Il y a le taux, ça dépend de la marge, hein, clairement. Enfin, ça dépend de la marge de la banque. On a des banques qui sont des banques avec des caisses régionales, on a des banques qui sont très nationales. J'ai l'exemple d'une banque en tête qui est nationale, donc elle fait ses emprunts sur les marchés, elle crée l'argent, peu importe, au niveau parisien. Ensuite, c'est envoyé dans une succursale régionale qui fait sa marge, qui revend l'argent à sa propre agence. À la fin, on arrive avec des taux qui sont complètement hors marché par rapport aux banques régionales, par exemple. Jacques, notre agent immobilier, va nous expliquer, on arrive en fin d'année, comment s'est passé le marché en 2018 par rapport à 2017, où on a eu une année exceptionnelle quand même. Alors le marché s'est bien passé en 2018. On a moins de performances que sur le marché 2017, mais ça c'était attendu, 2017 étant une année record. Et on constate dans certaines zones un ralentissement du marché, c'est-à-dire qu'il y a toujours un volume de vente soutenu. Par contre, dans certaines zones de France, vous avez un nombre de ventes qui est en baisse. Si je prends par exemple Paris, les prix sont toujours plus élevés, donc le volume de vente en valeur monétaire est toujours plus élevé. Par contre, le nombre de ventes commence à baisser. Est-ce que l'on peut dire, on avait combien de ventes en 2017 ? 950 000, 1 million de ventes ? Environ 950 000, 1 million de ventes, oui. Et vous estimez qu'en 2018, vous allez en sortir combien ? C'est toujours compliqué parce qu'en 2017, on ne pensait même pas dépasser les 900 000. Moi, je pense qu'on sera aux alentours de 900 000, mais ça reste un avis personnel. Voilà. C'est une année un peu moins bonne, mais il y a une correction du marché. Et les taux restent très bas, mais les gens se sont habitués à des taux très bas. Donc, très belle année quand même, exceptionnelle, on peut dire quand même. C'est une très belle année quand même. Est-ce que le taux des crédits y est pour quelque chose, Xavier ? Il remonte. C'est pas ce que communiquent les grands réseaux de courtage qui expliquent que les taux sont toujours très bas et que ça bouge pas. C'est faux. C'est faux dans la réalité, parce qu'en réalité, les taux ne bougent pas sur les gens qui gagnent plus de 120 000 euros l'année. Effectivement, depuis le mois de juin, ceux-là, ça bouge pas. Ils empruntent toujours vraiment très bas. Pour les gens, les foyers qui ont moins de 40 000 ou moins de 60 000 euros par an, ces grilles de taux-là remontent depuis juillet. Ça remonte tout doucement. Alors, en 2012-2013, on était à quoi ? 4-5% environ ? Ouais, 4. 4% en 2012-2013 ouais. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous arrivez à sortir sur 20 ans, sur un dossier standard, c'est toujours pareil. Il faut se mettre aussi dans notre province, dans notre petite ville, avec des revenus locaux. On va être sur du 1,70, 1,80. Après, on a aussi des dossiers de Parisiens qui viennent acheter des résidences secondaires. On va être à 1,40. Mais c'est pas les mêmes revenus. Alors, quand vous dites 1,40, 1,70, 1,80, vous parlez hors assurance ou oui, sans... toujours hors assurance. On peut pas, pour un courtier, c'est très compliqué de s'exprimer assurance incluse. Il y a un questionnaire de santé qui doit être fait par le client. Je ne sais pas ce qu'il va mettre dedans. Il n'a pas à me le dire. Et ça impacte énormément son taux, finalement, d'assurance. Ça, c'est à sa discrétion. La plupart des clients nous le disent, mais ils ne sont pas obligés de le dire. Donc, on préfère parler hors assurance. Ça, c'est un taux qui est sûr, qui est fixe, qui est garanti. Les assurances, c'est aléatoire.
Et en cette fin d'année 2018, là, comment réagissent les banques? Parce qu'elles sont un peu malmenées quand même. On va pas rentrer dans un phénomène de CAC 40 ni de bourse, mais les banques sont un petit peu malmenées quand même en ce moment. Donc comment elles réagissent par rapport au marché de l'immobilier? Est-ce que c'est une niche pour eux ou pas? Ah non, pour eux, le prêt IMO, ça les enquiquine. Ils n'ont pas envie de faire du prêt IMO. Le prêt IMO, en réalité, c'est la tête de gondole. Ça leur sert à capter du client. C'est une promo que vous pouvez avoir dans une grande surface sur des légumes, venez et puis on remplit le caddie avec d'autres choses. La banque, c'est exactement la même chose sur le prêt immobilier. Si elles peuvent faire de la captation de clients sans le prêt immobilier, elles sont d'autant plus contentes. Donc le prêt IMO, à cette heure-ci, c'est vraiment c'est une pub. C'est venez chez nous, on a tel taux, etc. Après, il faut bien regarder tout ce qui va autour. La synergie, Jacques, entre l'agence immobilière, la banque ou le courtier, entre le particulier, est-ce qu'il y a vraiment une synergie ou bien lorsque vous avez un client acquéreur, il a déjà été à sa banque, est-ce que c'est vous qui vous en occupez, comment ça se passe? Alors on a différents cas de figure. On a le client qui a été voir sa banque ou son courtier avant de venir nous voir, donc il a un budget beaucoup plus précis. Parfois on va avoir un client qui arrive qui n'a pas une idée réelle de son budget. En agence immobilière, on peut établir une enveloppe théorique, et j'insiste sur le mot théorique, parce qu'une agence immobilière n'a pas le droit de demander les relevés de compte, n'a pas le droit de demander les fiches de paye, n'a pas le droit de vérifier ces éléments-là sur le client, donc le client ne nous fait que du déclaratif. Après, la complémentarité, c'est de se dire, on va faire une recherche, mais pour que cette recherche soit efficace, tant pour le client que pour l'agence immobilière, on va rediriger ou vers sa banque ou vers le courtier. Et naturellement, les agences redirigent plus souvent vers un courtier qui a des disponibilités plus rapides et surtout qui a une visibilité du marché beaucoup plus large par rapport au profil du client. Parce que si vous allez dans une banque donnée, elle va peut-être refuser votre dossier alors qu'une autre banque, elle l'acceptera. Donc c'est un gain de temps réel pour un client particulier. Donc, lorsque le client pousse votre porte d'agence immobilière, Jacques, la première chose, en fait, c'est de savoir ou de le diriger tout de suite vers le courtier pour savoir exactement s'il a une bonne capacité d'emprunter, si c'est possible ou pas, en fait. C'est la première démarche, en fait. C'est la première démarche, parce que si vous signez une vente et que vous n'êtes pas sûr, on n'est jamais sûr à 100%, mais si vous n'êtes pas sûr du financement, d'une part, vous allez mécontenter votre vendeur parce que vous n'aurez pas vérifié certains éléments. Et d'autre part, votre acheteur, lui, ne pourra pas forcément acheter la maison qu'il pensait pouvoir acheter. Et si on pousse à l'extrême, si l'acheteur vous fait des fausses déclarations, ça peut l'emmener sur des ennuis judiciaires assez conséquents. Oui, et puis après, vous allez perdre votre temps à faire des visites ou je ne sais pas quoi encore, mais vous allez perdre un temps infini, puisque pour faire des visites, ça demande beaucoup de temps, etc., revisite, etc. Si c'est pour que le dossier n'aboutisse pas, aucun élément. C'est ça, et ça bloque le bien au niveau du vendeur, et le vendeur se passe d'autres clients qui potentiellement seraient finançables. J'ai une question de Caroline, ça c'est pour notre courtier en prêt immobilier, qui nous dit j'ai eu un accord de principe de ma banque et après ça n'a pas été au bout lorsque j'ai demandé que ça avance pour acheter la maison. Ça arrive. Est-ce possible? Oui. Oui, parce qu'un accord de principe, une banque peut aussi vous faire un accord. Ça dépend vraiment de la banque et du conseiller que vous avez en face de vous. Un conseiller, il a tous les outils pour vous faire un accord de principe sur du déclaratif aussi. Après, une fois que vous fournissez les documents, pour le peu que la situation évolue entre l'accord de principe et l'édition des offres de prêt définitives, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, on a un accord de principe sur un dossier, on fait la présentation en banque, on ouvre les comptes, un petit peu avant d'éditer les offres de prêt, on s'aperçoit que monsieur a fait un crédit voiture une semaine avant. Bah non, ça passe plus. Donc le coup n'est plus jouable. Non. Donc ça peut arriver. Un accord de principe, c'est vraiment deux principes, c'est pas un accord définitif, c'est pas des offres de prêt. Vous avez 30 secondes chacun, messieurs, pour conclure. Jacques, on a parlé de l'année 2018 qui a été une année exceptionnelle aussi. Maintenant, comment vous voyez l'année 2019 ? L'année 2019, je la vois à peu près identique à 2018, sachant que fin 2018, il y a quand même pas mal de mouvements dans beaucoup de domaines. Donc je pense qu'on va avoir un petit attentisme sur le sujet et probablement des clients qui vont changer de perspective de vie par rapport à certaines situations. Donc je la vois un petit peu comme 2018 au jour d'aujourd'hui.
Est-ce que, Xavier, vous, pour 2019, c'est la même vision que vous avez en matière de... Non, je suis plus pessimiste pour 2019. On a les taux qui remontent depuis 6 mois, personne n'en parle, mais ils sont là. Les montées se font 0,10 par 0,10. Mais petit à petit, on va sortir des primo-accédants du marché. Soit le prix de l'IMO va devoir baisser pour s'adapter, soit on va perdre des clients. Merci messieurs d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est terminé, désolé. Vous pouvez retrouver ce mag immobilier en podcast sur notre chaîne YouTube, sur notre site radiosensation.fr. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain après le Flash Info Régional pour la seconde partie de cette émission concernant le marché de l'immobilier 2018, du rôle central des banques sur ce marché de logement. Excellente soirée en écoutant Radio Sensation Normandie. Bonsoir.